Je m'appelle Nathalie Duchamp, j'ai 36 ans, et je suis sage-femme dans une maternité de nuit. Le genre de personne à qui des inconnus confient leurs nuits les plus terrifiantes. En avril dernier, j'ai mis ma plus belle robe, j'ai roulé jusqu'au mariage de ma petite sœur, je me suis approchée de la table d'accueil, j'ai donné mon nom, et j'ai vu le visage de la responsable de salle blêmir. Je suis désolée, m'a-t-elle dit. Vous avez été retirée de la liste des invités ce matin. J'ai regardé ma mère, debout à 3 mètres, dans sa robe couleur champagne. Elle a souri. Pourquoi inviterait-on quelqu'un qui n'est pas vraiment de la famille? J'ai hoché la tête une fois. Alors aujourd'hui sera la dernière fois que tu me verras comme ta famille. Et je suis repartie sans un mot. Ma mère croyait m'avoir effacée. Elle avait oublié un détail. Le nom qu'elle avait rayé de cette liste était imprimé sur un contrat qu'elle n'avait jamais lu. Pour comprendre ce jour-là, il faut remonter 11 ans en arrière. Mon père est mort d'un infarctus à 53 ans, un mardi, sur le parking de l'entrepôt où il travaillait depuis 20 ans. J'avais 23 ans, en dernière année d'études de sage-femme. Ma sœur Camille en avait 16. Notre mère, Josiane, en avait 48. Dans les jours qui ont suivi l'enterrement, notre cuisine à Chalon-sur-Saône ressemblait à un défilé de plats en cocotte apportés par les voisines. 2 d'entre elles chuchotaient dans le couloir, ne m'entendant pas approcher. Cette pauvre femme, disait l'une, 2 filles, aucune pension digne de ce nom, elle va perdre la maison avant l'été. J'ai continué à trier le courrier et j'ai trouvé une enveloppe de la banque, tamponnée en rouge. Le crédit immobilier accusait 2 mois de retard, bien avant le décès. Mon père se noyait en silence depuis longtemps. 2 nuits après l'enterrement, je suis descendue à 2 heures du matin et j'ai trouvé ma mère assise sur le carrelage de la cuisine, en robe de chambre, entourée de factures comme des feuilles mortes, pleurant sans un bruit. Je me suis assise près d'elle et j'ai posé l'enveloppe rouge sur la pile. Elle m'a serré le poignet et m'a regardé avec une intensité nouvelle. Camille ne doit jamais savoir. J'ai promis de l'aider en secret, sans imaginer que cette promesse allait dévorer les 11 années suivantes. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste de nuit dans une grande maternité à Dijon, à 1 heure de route, parce que les gardes de nuit étaient mieux payés. Chaque mois, un virement automatique quittait mon compte pour atterrir sur celui de ma mère. Elle insistait, l'argent doit passer par moi, sinon Camille se sentira comme une assistée. Le crédit s'est régularisé sous son nom. La chaudière a été remplacée sous son nom. Les études de Camille, la voiture, tout portait le nom de ma mère comme un manteau d'emprunt. Je travaillais 4 nuits de 12 heures par semaine, je dormais à midi, un gant de toilette sur les yeux, et je trouvais presque de la fierté dans cette fatigue. Au premier Noël après le décès de papa, ma mère a levé son verre et remercié Dieu, puis elle a annoncé devant toute la table que l'assurance vie de mon père venait enfin d'arriver. Il n'y avait aucune assurance vie. Il y avait seulement une fille en poste de nuit. J'ai laissé faire, croyant que peu importait qui recevait le mérite tant que Camille gardait ses repères. Les années ont passé ainsi. J'ai payé l'orthodontie de Camille, son stage de dessin, la caution de son premier appartement, tout transitant par le nom de notre mère. Pendant ce temps, je manquais ses concerts, ses anniversaires, parce qu'une garde de nuit ne s'arrête jamais. Et chaque absence revenait déformée, Nathalie est trop occupée, Nathalie se croit au-dessus de nous maintenant. Camille, à qui l'on répétait cette histoire depuis l'enfance, a fini par ne plus vraiment me connaître. Camille est entrée dans une école de design à Lyon, et j'ai pleuré de fierté seule dans un local à balai de l'hôpital, avant de reprendre des gardes supplémentaires pour financer la moitié de ses frais que la bourse ne couvrait pas. Le jour de sa remise de diplôme, je suis venue sans avoir dormi, je l'ai applaudi depuis le dernier rang, et j'ai reçu une accolade rapide avant qu'on me rappelle à l'hôpital. J'ai dit oui, bien sûr. Camille a rencontré Julien, ingénieur, et s'est fiancée. Ma mère a géré l'annonce, le groupe familial, tout, sauf mon rôle. Puis un jour, elle m'a appelé avec sa voix des grandes urgences. Le domaine que Camille adorait, un ancien corps de ferme près de Beaune, exigeait un acompte de 6 000 € en 48 heures. L'assurance est épuisée, a menti ma mère, mais elle ne doit jamais savoir que je ne peux pas payer. Elle avait besoin que je signe le contrat en personne, car le virement ne passerait pas à temps. Je me suis rendue au domaine, j'ai rencontré la coordinatrice, une femme chaleureuse nommée Élise,
et j'ai signé partout où les petits drapeaux indiquaient « Cliente titulaire, Nathalie Duchamp ». Carte enregistrée à mon nom. Contact du jour, Josiane Duchamp, pour qu'on ne vous dérange pas au travail, avait précisé ma mère. 18 000 € au total, réglés en plusieurs fois, jusqu'au solde final 15 jours avant la date. J'ai signé sans vraiment lire la clause sur les modifications de liste d'invités. Qui lit vraiment cette clause? Le solde s'est réglé sans accroc. Pourtant, je n'ai été invitée à aucun essayage, aucune dégustation. Ma mère expliquait aux uns et aux autres que les mariages, ce n'était pas mon truc. Puis, 8 semaines avant la date, une enveloppe est arrivée chez moi, avec un mot de la main de Camille. « Tu viens, dis, s'il te plaît ?» Nous avons parlé au téléphone 40 minutes, la plus longue conversation depuis des années. Vers la fin, elle a demandé, presque en chuchotant, « Est-ce vrai que tu as dit que les mariages, ce n'est pas ton truc ?» Je n'ai pas eu le temps de répondre, la sonnette a interrompu l'appel. La veille du mariage, tout a basculé. Au dîner de répétition, où je n'étais pas invitée, Julien a levé son verre pour remercier la sœur de Camille qui l'a soutenue pendant ses études. Le même soir, le domaine a envoyé le récapitulatif final, adressé au titulaire du contrat, Nathalie Duchamp. Ma mère a vu son plan s'effondrer. Le lendemain, à l'accueil, une inconnue avec une liste allait saluer par mon nom la fille qu'elle avait rendue invisible. Avant l'aube, elle m'a rayé de la liste. Le lendemain, sur ce même parking où je venais d'être humiliée, j'ai posé la montre de mon père, restaurée avec soin, sur la table des cadeaux, et je suis repartie. Sur la route, je me suis arrêtée sur le bas-côté, incapable de continuer à conduire. J'ai appelé l'hôpital pour proposer de prendre la garde du soir. Puis, assise dans ma voiture, j'ai compris que fuir vers l'utile était ma manière à moi de fuir la douleur depuis toujours. Pendant ce temps, au domaine, Élise avait découvert l'anomalie, la cliente titulaire du contrat avait été retirée de sa propre fête sans autorisation écrite. Le futur marié, alerté, a stoppé la cérémonie. Le père de Julien, un homme que j'avais soigné 2 ans plus tôt lors d'un infarctus nocturne à l'hôpital, sans jamais connaître son nom de famille, a reconnu le mien sur le dossier. Il a pris la parole devant tous. Cette femme a payé chaque chaise, chaque fleur. J'ai refusé qu'on humilie ma mère publiquement. Camille, en robe blanche, m'a appelé en larmes depuis le bureau du domaine. Je suis revenue. Elle m'a demandé de la conduire à l'hôtel à la place de notre mère. Nous avons marché ensemble sous les tilleuls, sa main sur mon bras, la montre de notre père nouée au bouquet. Depuis, ma mère nous a envoyé, avant Noël, une lettre manuscrite reconnaissant chaque mensonge, chaque somme détournée. Je ne l'ai pas encore revue chez elle, mais quand elle appelle désormais, je réponds. Certains ponts se reconstruisent une phrase vraie à la fois. Si cette histoire vous rappelle un sacrifice que personne n'a jamais nommé, dites-le en commentaire, et abonnez-vous pour la suite de mes récits.